Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, punaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Série, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Comme on aime bien prendre le temps d'entrer dans les détails, on traite une série à la fois et on y consacre plusieurs épisodes. Pour finir l'année en beauté, on a choisi de parler d'une série que vous êtes nombreux à nous avoir réclamée. Une série qui vous a fait frissonner, qui vous a empêché de dormir parfois peut-être. Une série qui a marqué les années 90 et qui a même suscité des vocations. Dans les 4 prochains épisodes, on va se payer une bonne tranche de paranormal sauce complot gouvernemental. On va vous parler d'X-Files. Pour découvrir si la vérité est ailleurs, j'ai le plaisir de retrouver Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors les garçons, préparez-vous à prendre un petit coup de vieux. Le 10 décembre 93, le premier épisode d'X-Files est diffusé sur la Fox. C'était il y a 28 ans. Le public découvre les agents spéciaux Fox Mulder et Dana Scully. Au sein du FBI, ils enquêtent sur les dossiers non classés, les fameux X-Files, des affaires non résolues qui impliquent des phénomènes paranormaux. Mulder croit au paranormal alors que Scully, médecin, est plus sceptique. Et en toile de fond, une conspiration avec des extraterrestres. Aux commandes de cette série, Chris Carter, un fan de la série Dossier brûlant, qui raconte l'histoire d'un journaliste qui va traquer les phénomènes surnaturels. Il souhaite en créer une version moderne et avec donc ces 2 agents du FBI. L'épisode pilote, intitulé « Nous ne sommes pas seuls », est visionné par 12 millions de téléspectateurs, un lancement relativement correct. Mais le magazine Entertainment Weekly prédit que la série ne marchera pas. Le paranormal, c'est pas assez grand public, et puis la série est diffusée le vendredi soir, pas le meilleur soir pour faire de l'audience. Pourtant, les semaines suivantes, la série tient bon et la Fox la reconduit pour une 2e saison. L'audience augmente jusqu'à la 5e saison. En 97, X-Files atteint une moyenne de 19,8 millions de téléspectateurs par épisode. C'est la 11e série la plus regardée aux États-Unis. Hélas, à partir de là, c'est une lente dégringolade. Les audiences baissent et le phénomène s'accélère avec le départ progressif de David Duchovny. La saison 9 est marquée par des audiences catastrophiques et la série semble morte et enterrée. Mais en 2016, surprise, X-Files revient avec 2 nouvelles saisons. Un retour qui sera de courte durée, la mayonnaise ne prend pas et l'aventure s'arrête pour de bon le 21 avril 2018 après 11 saisons et 218 épisodes. Alors X-Files, c'est aussi une des séries les plus récompensées au monde, 217 nominations et 100 awards au compteur, dont 5 Golden Globes et 16 Emmy Awards pour ne citer que les plus prestigieuses récompenses. Et tenez, en parlant d'Emmy Awards, le tout premier que la série a reçu, c'était pour ça. Ce générique, il est signé Mark Snow. Alors, je sais pas vous, mais moi, rien que de l'entendre, là, j'ai à nouveau des frissons. Bah oui, je pense que ça parle à tout le monde en fait. C'est ça qui est le truc qui est imparable en fait. C'est que tu sifflotes ces cinq noms, et je dis tu sifflotes parce que c'était la directive de Chris Carter à Mark Snow. Il lui a demandé de lui faire un thème qu'un boy scout pourrait siffloter au coin du feu en racontant des histoires horrifiques. Donc c'était vraiment le but. Donc tu peux siffloter ces quelques notes. Et ça va évoquer à tout le monde un univers déjà extrêmement présent. Et c'est intéressant parce que on en reparlera ensuite, mais ce générique est resté inchangé. C'est-à-dire qu'il a été vite daté. Moi, je me souviens d'avoir découvert les épisodes d'X-Files quand ils étaient diffusés sur M6, et très vite, ce générique et les effets de distorsion de l'image, etc., ils étaient marqués dans le temps. Ils étaient datés. C'est une époque, les années 90, où l'imagerie numérique, notamment, a galopé dans sa progression. Et il l'a pas changé. Il l'a changé jusqu'au départ, en fait, de Duchovny, pour justement accompagner l'arrivée des personnages, notamment joués par Robert Patrick. Et ça marque quelque part la fin de
de la série, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas survivre en fait à ce changement-là. Je trouve que c'est assez édifiant. Ce générique, il n'y en a pas beaucoup finalement qui marquent comme ça. Toutes les séries courent après une signature comme celle-ci aussi reconnaissable, qui est basée vraiment même pas sur une mélodie, mais en réalité sur une idée qui, d'après Mark Snow, est d'ailleurs accidentelle, puisqu'il semblerait que ce soit dans les séances de travail avec Chris Carter où il était frustré parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver ce qu'il fallait, qu'il a fini par tomber sur son clavier, et en fait il a enclenché un effet d'écho spécifique au programme qu'il avait installé à ce moment-là, qui a donné ce truc lointain, qui effectivement c'est pas un boy scout qui sifflote, là c'est un mec qui est en train de partir très loin, qu'on reverra plus jamais. Cet écho effectivement fonctionne super bien. Et qui évidemment fonctionne idéalement avec ce choix de photographie un peu granuleuse d'une espèce de passé mythique que le générique met en scène en fait, dans un style qui est d'ailleurs assez qui se voudrait documentaire. Alors précisément, le générique a été conçu par un trio, Jen Castle, Bruce Bryant et Carol Johnson, qui auparavant ont travaillé sur des documentaires sur les ovnis, donc ils étaient bien au fait de ce dont ils parlaient, et il y a quelques anecdotes d'ailleurs sur les plans filmés, donc c'est vraiment leur société qui est externe, qui a été mandatée par Carter pour réaliser ce générique, et on voit par exemple qu'il y a un certain nombre de plans qui ont été réalisés en fait de manière très artisanale. Le visage effrayé qu'on voit et qui est déformé à un moment, c'était simplement un employé d'une société voisine qui partageait l'immeuble, et mais ce qui est intéressant de ce générique, c'est que effectivement, ça t'évoque tout ce que on va beaucoup en reparler, je pense, dans ces podcasts. Mais ce qui était à l'époque notre perception du paranormal, c'est-à-dire que ça fait un peu vieux de dire ça, mais c'est la réalité. Il y avait pas Internet en fait à l'époque. Quand la série est apparue, ou alors vraiment elle était à l'Arvers, quoi. Et on n'avait pas les téléphones portables, etc. Et du coup, c'est vrai que t'avais tous ces fantasmes autour des soucoupes volantes, de Roswell, tout ça, c'était ces images d'archives très granuleuses, du 16 mm, des photos hyper gonflées pour essayer d'apercevoir un détail dans le évocateur dans le ciel. Donc la série travaille là-dessus, et ce visage tout au milieu et apparaît comme finalement relativement incongru, mais il annonce les Monsters of the Week, qui est un autre truc dont on va beaucoup parler, j'imagine, dans les minutes qui viennent. Et il pose aussi il pose une question, en fait, qui est le truc du fantastique, c'est-à-dire que c'est un truc, tu sais pas ce que c'est. Tout à coup, tu te dis, mais c'est quoi ce... Alors, tu sens qu'il y a de la douleur, tu sens que mais c'est surtout bizarre. Il y a de la peur, c'est déformé. Mais finalement, c'est bizarre. C'est aussi une des sources de référence de X-Files, c'est que c'est tout ce qui s'est passé avec Twin Peaks auparavant. C'est un truc qui aurait pu venir de Lynch, en fait, finalement, cette image-là. Elle a un truc comme ça, tout à coup, qui est incongru, en fait, à la télévision, qui était, moi, je m'en rappelle, tout à fait... Finalement, c'est peut-être ce que tu retiens le plus avec l'apparition des deux personnages. Enfin, ce visage est vraiment marquant, quoi. Ouais, enfin, moi, je trouve que c'est même pas la seule image du générique qui donne cette impression, en fait, de pas savoir ce qu'on regarde. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais assez jeune quand c'est sorti, et le générique me terrorisait parce que justement, je ne comprenais pas ce que je voyais, et je trouvais que c'était des images qui étaient inquiétantes sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi. Musicalement et l'effet de ces photographies, en fait, dans la conjonction, on a déjà une base de ce qui va faire l'ADN de la série, et je pense que je parlais d'un gars qui s'en va au loin et qu'on reverra plus jamais. Un autre ADN de la série, c'est le décor, en fait. On associe X-Files à des forêts humides, ça, c'est très important, dans le brouillard, à des routes qui n'en finissent pas, etc. C'est tout ce corpus, en fait, qui est idéalement représenté par ce qu'on vient d'entendre, et qui fait que tu peux plus le détacher. Alors il y a un documentaire qui a beaucoup servi à Chris Carter, apparemment, lorsqu'il travaillait et développait sa série, qui était The Thin Blue Line de Errol Morris, qui était sorti en salle en France, chez nous, sous le titre le dossier Adams, dans lequel on enquête sur un meurtre qui a été a priori résolu, mais dont l'auteur est persuadé que la personne en prison n'est pas le coupable, en fait. Il tente de trouver qui aurait été le véritable meurtrier. Donc on est dans des histoires de psycho-killers, etc. Et donc il y a tout un visuel, justement, de ces forêts dans lesquelles on trouve des cadavres au loin. Bon, alors, tout ça avait été un peu exploité juste avant
par la série de David Lynch, bien sûr, Twin Peaks, ce caractère fait divers. Ça vient surtout d'un film. Enfin, c'est peut-être un petit peu tôt pour en parler parce qu'on n'est peut-être pas encore aux références. Hein. On s'y achemine doucement, justement. Donc on peut y aller aussi là-dedans. Mais l'idée, c'est que on revient sur toutes ces références. Il faut savoir que le cinéma américain en 93 a été traumatisé par deux choses. Par JFK et par le silence des agneaux. Oui. Et le silence des agneaux, effectivement, comme vient de le dire Rafik, c'est aussi... ça débute littéralement dans une forêt brumeuse. Voilà, c'est ça. C'est l'Amérique froide, glaciale, un peu sauvage. Et c'est là où se cache le mal, en fait, et les ténèbres. Donc la série aussi ancrée là-dedans profondément. Et c'est intéressant parce que on parlait tout à l'heure de comment la série va venir à s'éteindre. Il y a un facteur primordial à mon avis dans l'extinction de la série, qui est son déplacement géographique géographique des tournages. Mais oui, la série va être tournée initialement à Vancouver, qui commence en fait à l'époque à être la succursale d'Hollywood, où il commence à y avoir des tournages qui se déplacent là-bas, mais pas tant que ça, pas autant qu'il va y en avoir au début des années 2000. Et donc ils y vont parce que c'est beaucoup moins cher évidemment, et je crois qu'à l'époque il commençait déjà à y avoir des crédits d'impôt, mais et ils vont simuler finalement tous les coins des États-Unis là-bas, mais tu peux pas simuler tous les coins des États-Unis à Vancouver, surtout quand tu tournes autant d'épisodes, donc avec une production qui est autant écoulée dans le temps, et au final ce qui va prédominer c'est des forêts sauvages, des routes qui les traversent, souvent de nuit parce que les jours sont très très courts, avec un temps de merde, et du coup une ambiance comme ça humide, glaciale, qui va faire énormément pour la série. C'est-à-dire qu'on est complètement à l'opposé des séries extrêmement solaires qui sont tournées à Los Angeles et tout. Et quand la série va migrer en Californie, ce sera à la 6e saison. Ce sera tout à fait différent, évidemment. Ça change effectivement. Alors ça permet aussi à certains épisodes de voir le jour, comme l'épisode dont on reparlera avec Bryan Cranston, super, Poursuite, qui est incroyable, et pour le coup qui est réalisé vraiment en Californie, où on voit les routes du Nevada et de Californie. Et qui fait partie des épisodes où ils ont vraiment réussi à embrasser ce changement de décor. Mais je trouve que c'est pas venu à... Enfin, moi, c'est mon ressentiment. En tout cas, je trouve que la série n'a jamais réussi à s'acclimater à ce changement de décor, en tout cas. Alors, on a parlé de Lynch, mais il y a plein d'autres références dans X-Files. Il y a des références à Hitchcock, à Carpenter, à la 4e dimension. Ça, c'est très important. C'est clairement un pot pourri, mais avant de s'intéresser aux références avouées par les créateurs, ce que Julien a très bien souligné, c'est aussi l'importance du terreau qui a été creusé chez le public. Parce que si X-Files a vraiment généré quelque chose, et Julien et moi, on peut en témoigner en tant que fantasticophile, c'est que tout d'un coup, il a permis au grand public de rentrer dans un domaine qui jusque-là était réservé effectivement à une portion des gens. C'était une niche, disait Entertainment Weekly. Très clairement. Et c'est vrai que le film de Jonathan Demme, Le Silence des agneaux, a été radical à ce niveau-là. Je me souviens très bien de l'avoir vu en salle à l'époque et de m'être dit, mais comment ce truc peut-il être un succès? Parce que ces choses-là, moi, je les voyais. Un succès et oscarisé, qui plus est. C'est ça, Le Silence des agneaux. C'est hyper important d'avoir bien ça en tête pour justement comprendre le succès d'X-Files. Avec des effets gore insensés. Il y a un gars qui venait clairement de l'école de Roger Corman, du cinéma d'exploitation, etc. Et une agente du FBI, une femme. Et c'est marrant parce que Gillian Anderson et David Duchovny, quand ils blaguaient entre eux en disant, quand il y aura un X-Files au cinéma, moi, ils vont me remplacer par Richard Gere, et toi, ils vont te remplacer par Jodie Foster. Donc c'est pas un hasard, c'est-à-dire que vraiment c'est dans leurs esprits. Elle craignait cette référence d'ailleurs, Gillian Anderson justement. Mais c'est évident que le film de Demme a été un terreau favorable. Donc on a parlé de la série de Lynch qui déboule à ce moment-là, qui est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, un carton monstrueux. C'est certainement pas un carton de l'envergure d'X-Files, mais culturellement ça pose aussi quelque chose. C'est que tu dis c'est possible à la télé. Voilà, c'était ça à l'époque. On peut aller finalement aussi loin, pas forcément uniquement dans la violence, mais on peut aller aussi loin dans le stress en fait, de tirer le spectateur jusqu'à la limite où il voudra vraiment se lever et éteindre son poste. Dans l'étrangeté aussi. Et ça aussi, Chris Carter, ça va le décomplexer.
Donc et surtout donc il y a tout un catalogue, je dirais, de thèmes, de sujets, de choses qui a pas du tout été exploité dans les séries à grand public et qui tout d'un coup va devenir la boîte au trésor de X-Files. Ah bah c'est un nouveau continent qui s'ouvre. Ouais, totalement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'un phénomène de société, parce que X-Files a été un phénomène de société, c'est indéniable. Je pense qu'un phénomène de société comme ça n'est jamais uniquement dû aux qualités intrinsèques à l'œuvre. C'est qu'il y a tout un contexte. Et il y avait un appel de ça. C'est-à-dire qu'on vient de parler de Sciences des Anneaux, on a un peu parlé de JFK. Il y avait un appel, en fait, là-dedans. Et Chris Carter, l'autre truc aussi qu'il va observer, c'est qu'il se dit, mais il y a plus rien qui fait peur à la télé. Or, à la télé américaine, contrairement à ce qu'on aurait pu penser en ayant grandi dans les années 80 et au début des années 90, il y a une tradition horrifique. Même, j'aurais envie de dire, dans la télévision mondiale. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en Angleterre, pardon, ils avaient les Doctor Who, qui était la série Behind the Couch. C'est-à-dire que les gamins le regardaient derrière le canapé parce qu'ils avaient trop peur du monstre qui était présenté. En France, nous, on a eu aussi nos propres séries horrifiques. Bon, qui sont ce qu'elles sont, mais qui existaient. C'est-à-dire qu'il y avait... Seules sont les galaxies. Ouais, non, mais voilà, il y en a eu aussi. Alors, il y en a eu deux qu'on peut citer maintenant, qui préfigurent X-Files. Le premier, et qui date de la même époque, en fait, début des années 70. La première, c'est Aux frontières du possible, de Henri Viard et Jacques Bergier. Alors, j'ai découvert qu'il y avait, l'INA mettait à disposition un épisode complet sur YouTube, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemblait. Bon courage. C'est quand même pas terrible. Donc, et je pense que le titre français est inspiré, de X-Files aux frontières du réel faisait référence chez les programmateurs à ces Aux frontières du possible. Et il y a également la Brigade des Maléfices de Claude Jean-Philippe et Claude Guillemot, qui lui était beaucoup plus semi-parodique, on va dire, mais qui tous les deux tapaient dans l'occultisme et ce genre de choses, mais aux frontières du possible mettait en scène littéralement un couple d'enquêteurs aussi. Hein, mais c'est une tradition. Voilà. C'est-à-dire que lui, par contre, il s'est réclamé de chapeau melon et bottes de cuir, ouais. Chris Carter, mais au Japon, t'avais Ultra Q, par exemple. C'est-à-dire que très vite, les fans de Tokusatsu dont je suis, ils ont fait le pont entre X-Files et Ultra Q. Ultra Q, ça préfigure Ultraman, qui est peut-être un personnage dont vous avez entendu parler, qui est une espèce de Superman à la japonaise. Mais Ultra Q, c'était des enquêteurs, un service paranormal à l'intérieur des services d'ordre japonais, uniquement destiné à traiter des phénomènes paranormaux. Alors, c'était beaucoup moins raffiné que dans X-Files, hein, c'était souvent des monstres géants, tout ça, qui cassaient tout, c'est très bien. Mais par contre, ça existait, c'est-à-dire que cette dynamique-là existait. Et quand on repense aussi à Chapeau melon et bottes de cuir, ça enregistre peut-être plus surréaliste, moins ancré dans le réel, parce que ça aussi, c'est une grande force de X-Files, je pense, pour son succès public en tout cas. Chapeau melon et bottes de cuir, dans sa dynamique, il y a déjà quelque chose en fait de X-Files qui est là, qui est posé. Le truc avec certaines séries, je pense aux frontières du possible, c'est que d'une façon ou d'une autre, on revenait toujours au rationalisme. On retombait toujours sur quelque chose de finalement assez français et assez cartésien. Alors que la grande force d'X-Files, c'est d'avoir créé dans ce couple de personnages une dynamique qui sont deux forces antagonistes en fait, et qui d'ailleurs, d'après Chris Carter, qui sont sa propre personnalité. Le fameux I Want to Believe, qui a ce poster qu'a le personnage de Mulder dans son bureau, c'est un cri du cœur de Chris Carter, qui justement se considère comme quelqu'un de très rationnel, mais qui en même temps voudrait croire à ces choses-là. Et il est aussi rationnel et aussi froid dans son analyse que ne l'est Scully, mais en même temps, il veut avoir cet élan de folie de Mulder. Pour revenir aux références, puisque je crois qu'on parlera des personnages un peu plus tard, normalement, c'est ça. Mais donc tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, Dossier brûlant, Kolchak, qui est aussi une série qui est un peu méconnue, je crois, en France. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout sur cette série, donc c'est une série qui suivait un chasseur de vampires. Hein, Elle a été distribuée à l'époque, elle a été diffusée en France et on la trouve aujourd'hui en DVD. Oui, bien sûr. Ouais, mais bon, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est créé par Richard Matheson, qui est aussi un des grands, un immense romancier. Il faut absolument lire Je suis une légende ou Journal d'un monstre. Lisez Journal d'un monstre. Et mais qui est aussi un des écrivains phares de la 4e dimension, qui est l'autre référence et qui est
je sais pas, c'est un point fondamental de la culture populaire mondiale, j'ai envie de dire, même pas simplement. Et on y revient régulièrement, hein, de toute façon, à la 4e dimension. Mais finalement, quand c'est arrivé, X-Files, c'était pas si travaillé que ça, en fait. Ce domaine-là, c'était voilà. Chris Carter, en tout cas, il a su raviver ce qui se passait dans la 4e dimension, et notamment dans les épisodes les loners, quoi, dans les épisodes les Monsters of the Week, ce genre de choses. Alors, justement, corrigez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas un personnage qui s'appelle Richard Matheson dans X-Files. Il me semble que c'est le nom du sénateur qui remet Mulder sur ses enquêtes après que ce fut arrêté. C'est possible. Ouais. Alors tu me poses une colle. Là, effectivement, là, tu es dans le. Mais je crois qu'il a été cité. Mais c'est clairement, oui, un parrain. De toute façon, Kolchak, ça a été la première série que Chris Carter a cité en interview comme une référence évidente. Tu as raison, c'est bien un sénateur américain. Il est trop fort. Bravo. Kolchak, c'est vraiment la série qui a été citée en référence dès le départ. Et par rapport à Chapeau Melon et Bottes de Cuir, ce qui est important aussi, c'est la dynamique homme-femme. Ouais. C'est-à-dire que dès le début, ils souhaitaient qu'effectivement, il n'y ait pas de rapport romantique entre ces personnages. On reviendra là-dessus plus en détail dans le prochain épisode. Ouais. Mais effectivement, c'est vrai que la dynamique entre Mulder et Scully, ça fait partie des éléments qui ont contribué au succès de la série. C'est clair, mais il y a un truc aussi sur la 4e dimension, un point aussi qui est très différent, c'est qu'à la 4e dimension, on pose plutôt la question et si il se passait ça, qu'est-ce qui deviendrait? Alors que X-Files, c'est pas ça, c'est quel élément fantastique et comment on va l'appréhender, comment on va tourner autour, et est-ce qu'il est fantastique vraiment ou est-ce qu'il y a une explication rationnelle? C'est quand même pas tout à fait le même rapport, mine de rien, au fantastique. Moi, je parlais vraiment je tenais quand même à apporter cette petite précision, je parlais vraiment en tant que dynamique du récit et ouverture vers l'imaginaire aussi, hein, et comment donner un point d'ancrage, en fait, au spectateur pour rentrer là-dedans. Il y a un truc dans X-Files, mine de rien, c'est que au début des années 90, disons que la culture geek, aujourd'hui, être geek, c'est cool. Peut-être un tout petit peu moins aujourd'hui, mais en tout cas du début des années 2000 jusqu'à là 2015 et tout, avec notamment des films comme Matrix et tout, être geek, c'est cool. Et c'était pas cool, en fait, au début des années 90. Et je pense que, mine de rien, Mulder, de la même façon que cette série a accompagné l'émergence du net, hein, c'est la même chose. Pour moi, je le vois vraiment là-dedans. Et de l'ordinateur à la maison, je veux dire, il y en a eu beaucoup plus, mais finalement, dans les années 90, quoi. Des ordinateurs, tout le monde en avait à la fin des années 90 chez eux. C'était normal. Avant, il y avait quelques nantis qui en avaient. Et enfin, en tout cas, dans les milieux que je fréquentais en province. Et de la même façon, je pense que le personnage de Mulder, ce personnage de geek, a aussi décomplexé tout ça. Il a annoncé quelque part ce qui allait se produire avec Matrix, etc. C'est-à-dire qu'il a annoncé ce truc de... il y a quelque chose de bien d'être un peu enfermé dans sa passion, d'être un petit peu autiste socialement. Il y a une valeur là-dedans, quoi. Et il l'a rendu séduisant, il a réussi à le rendre séduisant. Il a rendu ça cool. Ouais, complètement. Et Scully aussi, de la même manière, à sa façon, le côté science, on en reparlera aussi, mais elle a suscité des vocations. Moi, à l'époque, j'avais... je crois 10-11 ans, un truc comme ça. C'est la première série qui m'a marquée. Et c'est l'époque où j'ai commencé à chatter en ligne. À l'époque, c'était sur IRC et mon pseudo, c'était Scully, mon tout premier pseudo. Et je pense que je suis pas la seule de ma génération à avoir été influencé par ça à ce point. Par ce personnage, bien sûr. Culturellement, j'aimerais bien raconter alors c'est peut-être anecdotique, mais ça donne une idée de l'impact délirant que ça a pu être chez nous en France. Julien et moi, on a bossé pour un magazine qui s'appelle Mad Movies. Et, qui s'appelait et en fait, il y avait à l'époque à Mad un copain à nous qui s'appelle Didier Alouche. Qu'aujourd'hui, je vais appeler Sir Didier Alouche, depuis qu'il a été couronné chevalier des arts et des lettres, qui en fait se faisait envoyer des cassettes. À Canal, si ça vous intéresse. Qui se faisait envoyer des cassettes de séries américaines qui n'étaient pas diffusées en France. Et donc, il a découvert X-Files très en avance. Mais il avait fait ça avec Twin Peaks déjà auparavant. Oui, tout à fait. Et étant donné le caractère éminemment fantastique du truc, évidemment, il a immédiatement dit à ses collègues du journal, les gars, c'est vraiment un truc pour nous. Parce que Mad Movies était spécialisé dans le cinéma fantastique. Et donc il a été un des premiers à vraiment écrire des articles et annoncer toutes les saisons, etc. Et on a vu au fil des mois les ventes du magazine exploser
explosé. Le directeur de publication était paniqué par cette demande délirante en fait. Du coup, le numéro 100 du magazine, qui est censé être un truc vraiment emblématique, un marqueur, il a en couverture Mulder et Scully avec un. Ce qui n'était pas du tout dans l'état d'esprit de Mad, qui était plus cinéma un peu plus rentre dedans, plus gore. Mais c'était intéressant parce que ce numéro 100, c'était aussi un numéro dans lequel il faisait un récapitulatif des meilleurs films fantastiques depuis 73, je crois, c'est-à-dire depuis la création du magazine. Ouais. Et du coup, toute cette génération qui a plongé dans X-Files, qui achetait Mad pour avoir uniquement des infos sur X-Files, ils ont eu aussi un début de listing de si tu veux vraiment te bouffer les classiques du fantastique, c'est là. Donc, quand on disait que c'était vraiment une porte qui a été ouverte dans cet univers, cette anecdote on est vraiment la preuve. Et ce qui était logique, parce que X-Files invitait aussi à la découverte. Le générique de début que tu nous as passé tout à l'heure, il faut le dire, il était au top 50, quoi. Il a été en 5 semaines, numéro 3 ou 4, je sais plus, c'était jamais de la vie, un générique de série télé. Dans les boîtes, voilà, se retrouve au top 50, quoi. Ouais, et c'est vrai que X-Files par toutes les thématiques abordées, ne serait-ce que dans le champ du paranormal, a ouvert la porte à plein de sous-genres finalement, parce que dans X-Files, donc il y a une double temporalité, ça, faut qu'on en parle. Et il y a à la fois l'histoire en toile de fond qui parle de complot gouvernemental, d'extraterrestres, de création de races hybrides humaines extraterrestres. On va peut-être pas rentrer dans les détails maintenant parce que vaut mieux pas. Voilà, c'est très long, mais en tout cas, ça c'est un fil rouge qui nous tient tout au long de la série. C'est, je pense, le point de problème de X-Files. C'est par là qu'ils vont aussi couler, quoi. Mais exactement. Bon, on continue. Mais à côté de ça, donc il y a cette mythologie, ce qui est appelé la mythologie. À côté de ça, il y a des épisodes qu'on appelle les loners, les Monsters of the Week. Ça, c'est le mieux. Et ça, c'est, je pense, ce qui a marqué l'époque, qui permettait finalement d'arriver à n'importe quel moment dans la série en découvrant un épisode fort. Et alors là, toutes les thématiques autour du paranormal ont été traitées. On a parlé de télékinésie, de vaudou, de voyage dans le temps, de fantômes, d'invisibilité, de loup-garou, de vampires. Enfin, je vais pas faire toute la liste, mais vraiment, c'était 50 Shades of Paranormal. Il créait des monstres ex nihilo, j'ai envie de dire, quoi, parfois, et qui étaient hyper efficaces. Et sans attendre, parce que dès le troisième épisode, on a un loner qui est en plus un loner marquant, qui est Compression, avec le personnage de Tooms, de ce personnage qui sort de sa tanière tous les 23 ans, c'est ça, tous les 30 ans pour aller bouffer le foie de 5 victimes. La prochaine fois, ça devrait être en 2023 normalement. Et qui a la capacité en fait à se compresser et passer par les tuyaux d'appartement, ce qui évidemment la menace absolue. Alors, le téléfilm Ça était passé quelques mois auparavant, et la scène qui avait la plus traumatisé les mômes à l'époque, c'était cette image du clown qui sortait du conduit d'évacuation d'eau de la douche. Et donc cette idée en fait effectivement d'un tueur, d'un homme tueur sortant d'un tuyau, c'est un truc insensé, quoi. Super cast, et puis c'est surtout en fait on voit bien aussi comment c'est une série qui était très documentée, hein. Chris Carter il s'informait beaucoup sur la science, et ça marche hyper bien en fait pour Compression, parce que il y a un truc où on te donne suffisamment de billes en fait au niveau science pour que paf, allez, tu pars, tu y crois au personnage, tu dis ah oui, donc si c'est le foie, du coup ça lui donne tel pouvoir, tel machin et tout, puis les yeux, puis les trucs et tout, et puis c'est un peu dégueulasse, et du coup ça fonctionne. Et puis il y a un truc aussi qui est vraiment efficace dans cet épisode là, c'est ce côté, il fait sa tanière avec ces papiers journaux là, et il y a tu penses tout de suite aux nuisibles, par exemple, tu penses, et ça parle à tout le monde, les rats, les souris, voilà, et il y avait cette capacité à créer une espèce de proximité aussi dans le fantastique qui était d'emblée mais extrêmement forte. Je pense que Compression est effectivement un épisode formidable pour comprendre ce qui va fonctionner chez X-Files, dans X-Files. Mais moi je suis par contre persuadé que ce qu'on appelait la mythologie a fait aussi énormément pour le succès de la série, en tout cas sur le début. Je pense même que c'est ce qui a tenu d'un point de vue, on va dire, feuilletonesque en fait les gens. Pour plusieurs raisons. C'est que déjà, je pense que la période était propice à ça. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans ce qu'on est aujourd'hui. C'est le complot, il était sain en fait de remettre en cause le gouvernement. Encore une fois, je recite l'exemple de JFK qui est venu juste avant. Il y avait un truc comme ça, c'est-à-dire qu'on était dans une époque
on va pas, je pense, épiloguer là-dessus pour savoir pourquoi, comment et tout, mais c'était acceptable. Et c'était qui était un retour à la parano des années 70 en fait. Ouais. Et du coup, il y avait cette volonté-là. Donc ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'est que je pense que Chris Carter est aussi finalement un scénariste qui a su au début parfaitement appliquer ce que J.J. Abrams a théorisé des années plus tard sous le terme de mystery box, c'est-à-dire de faire tenir le public en disant: regarde, dans cette boîte, j'ai un énorme mystère. Et tu ouvres la boîte et t'as un autre grand mystère. Et ça, il va réussir à le tenir en tuant notamment ce qui se voyait pas trop en fait à la télé aussi, je trouve, à l'époque, en tuant des personnages secondaires qui sont importants très tôt en fait. Gorge profonde, notamment Gorge profonde. C'est-à-dire que non seulement il va travailler avec ce personnage-là, c'est intéressant parce qu'il travaille effectivement tout JFK, tous ces trucs-là, tous les hommes du président. Il lui donne littéralement le nom du lanceur d'alerte. On y reviendra aussi dans le prochain épisode. Non, mais bien sûr, mais il travaille justement encore là-dessus pour comprendre justement le truc de la mythologie et il le flingue tout de suite. Et du coup, ça te donne un truc tout à fait, un ancrage très fort en fait dans le truc. T'as envie de connaître la suite. Il y a le côté aussi sentimental, c'est-à-dire le côté macro et micro qui est parfaitement équilibré. C'est-à-dire que Mulder, il a une raison de cœur en fait d'aller là-dedans avec sa sœur qui a été kidnappée. Donc il y a aussi une histoire de famille. Donc il y a la romance, tout ça se mêle et c'est très très efficace. Le problème, c'est qu'ils vont se perdre totalement dans la ramification. Il y a deux problèmes, je pense. Moi, c'est que déjà le moment où le public sent qu'ils doivent déballer toutes leurs billes, en fait, déballer toutes leurs cartes, leur dire, hey, voilà, tu as attendu pendant des années et des années de connaître le grand mystère, le voilà. Et ce moment-là, c'était le film, le premier. Et ça, on en reparlera aussi ultérieurement du film, mais les gens n'ont pas eu les réponses qu'ils espéraient avec le film. C'est une évidence. Et moi, le film, je le trouve, le premier, je le trouve plutôt correct. Mais il y a eu une énorme déception, là. Je pense qu'il y a eu un début de désaveu, en fait, à partir de là. Et puis eux-mêmes, les créateurs de la série, l'avouent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette mythologie, il y avait eu tellement de ramifications, de disparitions, de réapparitions, de changements de rapports de force qui se sont perdus. Ils ont tenté des reboots, en fait, de cette... je crois que c'était vers les saisons 7, 8, c'est ça, non et qui n'ont pas fonctionné en fait. Alors, à partir du moment où David Duchovny a quitté la série... Aussi, oui, c'était lié aussi à ça, mais Carter le formulait texto, il disait non, mais on sait plus où on va en fait. Il faut qu'on refasse du passé table rase et qu'on reparte sur de nouvelles bases. Mais tu peux pas faire ça en fait. Tu peux pas dire au public, bon, tu y as cru, on finit ça comme on peut et puis on repart sur de nouveaux trucs et je te propose une nouvelle conspiration. Ça peut pas fonctionner, ça peut pas marcher quoi. Donc je pense que ces séries-là et le succès de la série a aussi tenu sur une chimère. C'est pas ce qu'il y a de mieux en fait dans X-Files en fait, quand tu regardes sur le passé, mais c'est pas grave, ça fonctionnait et ça travaillait quand même sur sur des obsessions américaines d'abord, mais je pense qui irriguent le monde entier, qui tiennent la route. Puis on a tous envie d'avoir des grands complots, c'est génial d'avoir un grand complot. Mais oui, mais d'ailleurs ce que tu dis qu'à partir du film finalement on commence à perdre ce qui fait l'essence du X-Files, ça se ressent, c'est à ce moment-là en fait après le film que les audiences commencent à chuter. Le film a lieu entre la saison 5 et la saison 6. Et c'est un succès. Et ça fonctionne. Et à partir de la saison 6, les audiences baissent. Mais oui, parce que et là... Ils ne remonteront jamais. Mais oui, parce que il y a eu une concordance de trucs, quoi. Il y a eu des problèmes entre les deux acteurs principaux, des problèmes avec Duchovny, avec la Fox, qui leur a intenté un procès. Alors, on imagine l'ambiance de merde, qui a imposé des choses qui n'étaient pas tenables aussi pour Chris Carter, d'apparaître, je crois que dans 11 épisodes, en fait, sur une saison entière, donc la moitié. Tu peux plus, si tu perds le duo, et on va reparler encore une fois en profondeur des personnages ultérieurement, mais si tu perds la dynamique centrale des personnages, si tu perds cet ancrage-là, ça marche là-dessus aussi, X-Files. C'était encore une fois, c'est un succès pareil, c'est une concordance de plein de réussites. C'est un équilibre finalement fragile et qui ne pouvait pas tenir sur la durée aussi longuement. Alors pour finir cet épisode sur une note plutôt positive, si vous deviez garder un seul épisode, ça serait lequel ? Celui qui vous a fait le plus peur ou qui vous a le plus marqué ? Je sais pas, c'est peut-être un petit peu compliqué en fait, parce qu'il y a une variété de sensations en fait.
Alors du coup, comme on n'en a pas parlé, moi je vais parler de La Queue du Diable, parce que c'est un épisode très très drôle, où en fait Mulder et Scully enquêtent sur un personnage qui est capable de changer d'apparence. Et en fait, ce personnage, au bout d'un moment, je vous le spoil un peu, attention, hein, mais ce personnage prend l'apparence de Mulder. Et il se met à profiter de la vie de Mulder, mais de la façon dont Mulder n'a jamais profité de sa vie. Et notamment, il décide de se faire Scully. Et franchement, l'épisode est hyper drôle, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Chris Carter vient de la comédie, et ça aussi, je pense qu'il a une faculté d'alterner les épisodes hyper graves, hyper sombres, avec des épisodes beaucoup plus légers, qui est tout à fait surprenant, hyper inattendu, et qui, je pense aussi, apporte une petite touche de surréalisme, qui se permet grâce aussi aux précédentes Twin Peaks, mine de rien, et qui va creuser aussi, mine de rien, là. Il va se dire, finalement, on peut rire aussi avec ces personnages-là, et je ne casse rien. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, La Queue du Diable, parce que justement, il va très très loin dans la façon dont il déstabilise notamment les rapports entre les deux personnages. Donc, il casse aussi quelque part la mythologie et certaines règles des personnages. Et malgré tout, il arrive à tenir le truc. Il arrive à ne pas franchir la ligne rouge, quoi. Donc, voilà, mais juste parce qu'on n'en a pas parlé en fait dans cet épisode. Sinon, par exemple, Compression, parce qu'il arrive très tôt, parce qu'il présente ça, parce que j'ai un souvenir très vif de l'avoir vu aussi à la télé à l'époque. Peut-être que je choisirais ça. Peut-être que je choisirais aussi le dernier épisode de la première saison. Je crois que c'est celui où Gorge Profonde se fait tuer, parce que c'est pareil. C'est un épisode qui m'avait beaucoup marqué. Je m'attendais pas à ce que ce personnage-là se fasse tuer à ce moment-là. Voilà, donc c'est compliqué pour moi de choisir un seul épisode. Bah. Rafik, toi, est-ce que c'est aussi compliqué Moi, je vais d'abord faire un coming out. Je crois que je l'avais dit dans un autre We Love Series. J'ai toujours eu un problème avec les séries des années 80-90 à cause de leur esthétisme, en fait, la façon avec laquelle elles étaient filmées et éclairées. Donc, à l'époque, je regardais pas tellement X-Files, en tout cas pas avec peu d'intérêt. Par contre, je vivais avec des gens qui regardaient régulièrement la série, et donc je jetais parfois un œil dessus, et j'ai un souvenir assez vif du final de la saison 2, je crois que c'était Anasazi. Déjà parce que le titre me plaisait, parce qu'il fait référence à cette communauté indienne qui a mystérieusement disparu il y a des siècles. On n'a jamais compris où ils étaient partis, ces fameux Indiens. Et aussi parce que c'est un cliffhanger comme le serial des années 30 osait le faire. Voilà, où Mulder finit par trouver ce qu'il cherchait, qui est un wagon rempli de cadavres d'aliens, et on l'enferme dans ce wagon qu'on fait brûler. Et la saison se termine littéralement là-dessus, et je trouvais ça très... Il y avait du showmanship en fait, hein, du sens du spectacle, d'être sûr que le public allait revenir à la saison suivante, quoi qu'il advienne, quoi. Showmanship. Ce joli terme vous était offert par Rafik Jemei. Il y a un équivalent français à showmanship. Non, j'en sais rien. Le sens du spectacle, enfin, je sais pas comment dire. Ouais, ça m'a frappé, tout ça. Ouais. Non, mais t'es trop fort, il est trop fort. Il faut oser faire un truc comme ça. Non, mais clairement, et te mettre dans la poche tout le monde, quoi. Exactement. Mais il y a beaucoup de choses qu'il va oser, mais on en parlera dans les épisodes suivants. On va pas griller toutes les cartouches, quand même. Merde. Mais non, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Allez, moi aussi, je vais donner mon épisode. Ah oui, vas-y, Clément, c'est toi, alors, Clément, c'est quoi ton épisode préféré? Alors, moi, l'épisode qui m'a marqué, c'est mon préféré parce qu'en fait, c'est celui qui a fait que je me suis accrochée à la série. C'est un épisode de la saison 1 qui s'appelle Quand vient la nuit. Et dans lequel Mulder et Scully, alors c'est vraiment au fin fond de la forêt, ça montre vraiment justement les forêts de Vancouver, et ils partent sur les traces d'une bande de bûcherons qui ont disparu, et on découvre qu'en fait ils ont abattu un arbre millénaire qui a libéré des espèces de petits insectes qui grouillent uniquement quand il fait noir, et qui mangent les gens, qui les enferment dans des cocons et qui les dévorent vivants. Et à l'époque ça m'avait terrifiée. Évidemment, j'avais dormi la lumière allumée après ça, et j'ai été vraiment très marquée parce que j'avais peur, mais j'avais quand même envie d'y revenir, et j'y suis retournée. Donc voilà. C'est ça qui a mis fin à tes études de bûcheron, en fait. Exactement. J'ai décidé de changer de carrière avec les arbres. Et j'ai décidé de m'engager dans le FBI. Bon, en parlant du FBI, Mulder et Scully, on va reparler d'eux la semaine prochaine, évidemment, et pas que d'eux, hein. Il y a plein d'autres personnages qu'on va aborder. Un peu de teasing. Non, votre personnage préféré, je vous laisse y réfléchir, hein. On a déjà vu les épisodes que vous avez bien aimés, les personnages préférés, on verra ça la semaine prochaine. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné pour le premier épisode de cette nouvelle collection.
Merci Clémence. Merci Clémence. We Love Série, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à X-Files. Bonne semaine et à très vite.